Il y a, pour cette élection, pour ce scrutin, 6300 candidats, Benjamin Cruer. Et parmi ces candidats, une quinzaine, 15 ministres qui sont aussi sur le terrain pour tenter de se faire élire. Oui, 15 candidatures qu'on vous a situées sur une carte de France des circonscriptions. Et effectivement, vous allez voir, ça donne ça. Alors, il y a une certaine concentration en Île-de-France, mais c'est bien dans le Calvados que la Première ministre va donc faire sa première expérience électorale devant des électeurs. Candidate dans cette 6e circonscription où Emmanuel Macron était arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Autre ténor du gouvernement avec un peu plus d'expérience en matière d'élections législatives, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se présentera pour conserver son siège dans la 10e circonscription du Nord, autour de la ville de Tourcoing, où il a été élu maire. Il y a une autre ministre qu'il va falloir regarder de très près, c'est Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, qui se présente dans la 6e circonscription de l'Essonne, une circonscription où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle. On va regarder évidemment aussi Damien Abad, ministre des Solidarités, nouveau venu au gouvernement, issu de la droite, qui va tenter de conserver son poste dans cette 5e circonscription de l'Ain. Et puis enfin, le baromètre de Paris, Clément Beaune, proche d'Emmanuel Macron, ministre délégué chargé de l'Europe, qui lui tentera de conserver son siège de député dans la 7e circonscription de Paris. Voilà quelques candidatures qui vont animer la soirée. Voilà, des ministres en campagne, c'est difficile parce qu'à la fois il faut être ministre et il faut être en campagne, et en plus on risque sa peau, donc entre guillemets. Donc c'est pas facile, mais c'est très intéressant parce que est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être un ministre en campagne ? Bon, en tout cas, il faut connaître le terrain quand on est ministre, et donc je pense que c'est important, et on l'a vu dans tous les gouvernements, lorsque vous avez une capacité à connaître le terrain, à avoir du flair et à prévenir les crises grâce au terrain avec des remontées, c'est un atout. La règle non écrite, c'est désormais, effectivement, lorsque un ministre est battu, effectivement, normalement, il doit quitter le gouvernement. Donc il y a un enjeu très fort pour ces ministres, effectivement, ces 15 ministres qui vont se présenter face aux électeurs. Arlette Chabot, on le comprend, un ministre en campagne a tout à perdre. Qu'a-t-il à gagner ? D'abord, une sorte de légitimité, surtout par exemple, Elisabeth Borne n'a jamais été candidate, jamais de sa vie. Elle est présentée, malgré elle, comme vraiment techno. Elle n'a pas été confrontée au suffrage universel. Elle est candidate pour la première fois. Donc, c'est très important pour elle, non seulement d'être élue, mais d'être très bien élue. Ce serait encore mieux, parce que là, ça lui donne une assise, une implantation. Donc, c'est toujours extrêmement important. Ça reste important dans la vie politique française, évidemment. Et puis, il faut qu'elle essaye de conquérir, je ne vais pas dire le titre de chef de la majorité, parce que ça ne sera pas tout de suite. Il faudra qu'elle donne d'autres preuves, mais en fonction des résultats. Mais elle a besoin d'avoir un petit marqueur politique élu. Elisabeth Borne, c'est indispensable. Oui, et même pour les autres ministres, on s'est rendu compte à plusieurs reprises dans les crises que ce quinquennat a traversé, que l'écoute des territoires, c'était une grande question. Donc des ministres qui ont, comme vous l'avez dit, une implantation, qui peuvent retourner, écouter sur les marchés, parler avec les gens et revenir à Paris en disant « Oula, ça va pas ». Recevoir des coups de fil. C'est très important. Bien sûr. Et puis, des politologues ont remarqué qu'il y avait 127 circonscriptions où les résultats allaient être très, très serrés. Ça allait jouer à 1 ou 2%. Il n'y en avait que 77 en 2017. Et dans ces circonscriptions avec des duels très serrés, il y a certaines des circonscriptions où se présentent les ministres. Ce n'est pas pour tous une promenade de santé, même, je dirais, pour quasiment aucun d'entre eux. Il y a, je ne sais pas si c'est une volonté, en tout cas, ils sont sur le fil. Dans beaucoup de circonscriptions, on ne peut pas encore dire quelles sont les circonscriptions qui sont les plus disputées, mais pour certains d'entre eux, c'est vrai que leur survie politique, avec le résultat de ces élections, va être très important. Et donc, le symbole de la chute d'un, deux, trois ministres peut être extrêmement fort dans cette configuration. Il n'y a pas que le résultat électoral, si j'ose dire, il y a le résultat symbolique. C'est intéressant ce que vous dites, faire campagne quand on est ministre, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile ? Plus facile parce que, vous l'avez mentionné, on est au contact des Français, donc on se rend compte des choses. Plus difficiles parce qu'on est aussi à portée de gifle, je crois que c'est l'expression. À portée de baffe, c'est de ça. Baffe, voilà. Pour être tout à fait fidèle à l'émetteur qui avait le premier... dit cette formule. En tout cas, on voit bien qu'il y a ceux qui sont sur des terrains plutôt traditionnellement de droite et qui pourraient effectivement être maintenus à leur poste. D'après les projections qu'on faisait, on restera prudent. Ceux qui sont sur des terrains traditionnellement de gauche et qui avaient réussi à se faire élire en 2017 par la vague Macron
du président nouvellement élu, là, ceux-là, ils sont plus en difficulté que les autres. Parce qu'évidemment, comme on le disait tout à l'heure, en face, il y a une dynamique de gauche très forte qui espère reconquérir un terrain perdu, grignoté par la vague macroniste. Donc il va y avoir des destins ce soir. Il va y avoir des destins, des défaites et des victoires. Il y aura peut-être ce soir des ministres qui ne le seront plus demain, on verra. Mais certains sont en difficulté. Après le dimanche, au deuxième tour éventuellement, ou peut-être. Vous avez raison. Il y a un deuxième tour. C'est un deuxième tour. Non, ce qui est intéressant peut-être par rapport à d'habitude, c'est que ces ministres-là, bon, ils sont ministres depuis 3 semaines, mais en réalité, comme le président a été réélu, ils sont ministres depuis 5 ans. En fait, même si personnellement ils ne le sont pas. Mais en réalité, ils portent aussi le bilan des 5 ans. Ça, c'est la première fois. Parce que d'habitude, ils sont tout jeunes ministres, éventuellement, et ils sont moins connus ou très connus. Mais en fait, ils ne portent pas le bilan précédent, puisque là, cette réélection d'Emmanuel Macron, elle est un facteur totalement nouveau dans ce contexte. Mais d'où la nécessité vitale de l'implantation sur un territoire. L'implantation est capitale. Et lorsque vous êtes ministre dans un gouvernement et que tout d'un coup, vous avez des élections, vous ne portez pas le bilan de la même manière. Si vous êtes dans un territoire depuis 5, 10, 15 ans et que vous êtes apprécié, quel que soit le vent, les vents contraires vous pouvez résister. Si effectivement vous êtes plus jeune et que vous connaissez assez mal le territoire, la faible implantation peut vous faire coûter cette élection. Vous parliez du mode de scrutin tout à l'heure. Ce mode de scrutin de la 5e, majoritaire à 2 tours, il faut un bloc uni. On en a parlé tout à l'heure, il faut un bloc uni. Si vous partez divisé, c'est même pas la peine. En général, c'est compliqué. Il faut des reports de voix pour un second tour. Et puis, il faut une implantation. Et il y a des partis qui, effectivement, ont des difficultés nationales, mais grâce à l'implantation de leurs candidats, eh bien, ça peut rendre l'élection moins compliquée. Alors justement, on va voir comment cette campagne s'est passée pour 2 de ces ministres, Amélie de Montchalin et Olivier Véran. Pour la première, ministre de la Transition écologique. Le second, ancien ministre de la Santé, on s'en souvient évidemment, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Désormais, nos reporters les suivent tout au long de cette journée. Lucas Ajdela et Mathieu Karman. Lucas, d'abord, cette ministre Amélie de Montchalin, elle est candidate dans la 6e circonscription de l'Essonne. Oui, effectivement, et l'enjeu est assez fort ici, puisqu'Amélie de Montchalin, désormais, est numéro 5 du gouvernement, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et l'écologie, c'est justement l'une des priorités fixées par Emmanuel Macron lors de ce nouveau quinquennat, de quoi rajouter un enjeu symbolique fort, tant pour l'exécutif que pour l'opposition. Il y a 5 ans, Amélie de Montchalin avait été élue assez facilement ici, 38% au premier tour, plus de 60% au second tour. Mais cette année, elle doit faire face à la gauche rassemblée derrière Jérôme Guedj, candidat pour la NUPS. Et à l'élection présidentielle au premier tour, dans cette circonscription, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé légèrement en tête. Le total des voix de gauche atteint même 42% ici dans l'Essonne. Voilà pourquoi cette circonscription sera scrutée de très très près ce soir. Merci beaucoup Lucas Ajdela. Mathieu Karman, vous êtes dans la première circonscription de l'Isère. C'est une circonscription où se présente Olivier Véran. Il faut préciser que ces candidats, ils se présentent au nom d'un autre groupe, d'un autre bloc qui s'appelle Ensemble. On a parlé de la NUP et on a donné le détail. Du côté d'Ensemble, c'est La République En Marche qui s'appellera Renaissance, il faut suivre. Et puis le MoDem et Horizon d'Édouard Philippe. Voilà. Et Agir, évidemment. Voilà, je savais bien. Il y avait et Agir. Donc tous ces groupes, et c'est sous la dénomination d'un seul mot, Ensemble, qui est donc une autre forme de bloc, notamment face à la NUP, face au RN et face aux autres adversaires. Oui, exactement, Ruth. Olivier Véran, donc le ministre des Relations avec le Parlement et de la vie démocratique, qui brigue donc un 2e mandat ici dans cette première circonscription de l'Isère. Olivier Véran qui est attendu dans 1 heure maintenant ici à la préfecture de ce département pour suivre les premiers résultats avec ses plus proches conseillers. En 2017, il avait obtenu 47% des suffrages au premier tour, mais cette année, il fait face à une concurrence plus forte, notamment, vous venez d'en parler, avec cette alliance de la NUPS à l'élection présidentielle
présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était arrivé en la deuxième position au premier tour avec plus de 27% des suffrages. L'ancien ministre des Solidarités et de la Santé qui se rendra ensuite dans un restaurant à la Tronche, à quelques kilomètres de Grenoble, pour retrouver ses sympathisants. Il espère donc faire mieux qu'en 2017, lui qui a acquis désormais une certaine notoriété en gérant notamment la crise du Covid-19 pendant plus de 2 ans. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Arlette Chabot, 15 ministres donc candidats. Comment ça se passe dans la coulisse? Est-ce qu'il y a un plan B pour ces 15 ministres au cas où? Est-ce que tout cela est déjà préparé ou pas? Vous voulez dire qu'il y aura des parachutes si éventuellement ils sont obligés de quitter le gouvernement? C'est exactement le sens de ma question. C'est ça que la question que vous posez. Alors, ça n'est pas sûr, mais je pense que la plupart d'entre eux, certains savent que ce sera très difficile. On a évoqué 1 ou 2 cas. Et puis pour d'autres, ils retrouveront une vie normale. Mais ce n'est pas la honte de retrouver une vie normale. Il y a même aussi les ex-membres du gouvernement. On pense à le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui ne sont plus ministres et qui se lancent eux aussi pour la première fois sur le terrain à la conquête d'une circonscription. On va en parler, Jean-Michel Blanquer. Donc, il y a une vie après le gouvernement, il y a une vie après une passe ministérielle. Certains ont été ministres pendant 5 ans, d'ailleurs. Donc, ils peuvent très bien retrouver une vie normale. Je vous rassure, tout ira bien pour eux, même s'ils ont une défaite. Mais ça obligerait Emmanuel Macron à remanier. Ça, c'est l'autre chose. À remanier, peut-être à remanier plus qu'il ne l'a prévu, puisqu'on sait qu'il manque quelques portefeuilles. Voilà, il s'agissait de compléter. Et là, il faudrait remplacer, ce qui est beaucoup difficile, surtout sur des postes importants. Et c'est probablement une séquence à laquelle le président de la République préférerait échapper, c'est-à-dire être obligé de remplacer des ministres significatifs, des ministres haut placés dans la hiérarchie gouvernementale. Et tout à l'heure, vous posiez la question de savoir si c'était facile ou difficile de faire campagne quand on est ministre. Je pense que quand on est dans cette situation-là, c'est difficile. Parce qu'un ministre qui est très exposé et qui est à un rang élevé dans la hiérarchie gouvernementale, dans l'ordre protocolaire, eh bien, lui, il est très exposé parce que face à lui, il a des opposants qui veulent, pardonnez-moi cette expression, qui veulent se payer la tête d'un ministre parce que, au fond, ça revient à battre Emmanuel Macron sans avoir Emmanuel Macron en face de soi.